Je suis certaine que tu as déjà entendu parler des notions d'attachement évitant et d'attachement anxieux. Tu as peut-être même passé des heures à lire des articles, à regarder des vidéos, à écouter des podcasts sur le sujet. Tu t'es reconnu probablement dans l'un ou l'autre de ces styles d'attachement et tu t'es peut-être même dit « Ah tiens, mon partenaire ou un de mes ex était clairement évitant ou était clairement anxieux. » Et pourtant, malgré tout ce que tu as compris, concrètement, dans tes relations, il n'y a rien qui a vraiment changé. Tu peux bien sûr voir les patterns, voir là où ton style d'attachement ressort le plus fort, dans quel genre de contexte, tu sais d'où ça vient, peut-être même, mais tu te retrouves systématiquement au même point, c'est-à-dire te fermer dès que quelque chose devient sérieux, avoir énormément de peine à refaire confiance, ou au contraire, checker ton téléphone toutes les 10 minutes pour voir si t'as reçu un message de sa part, avoir toujours ces pensées au coin de la tête de « mais et s'il m'abandonne, et s'il me trahit, et s'il me trompe ?» Et tout ça, ça t'empêche de vivre le genre de relation que t'as vraiment envie d'expérimenter. Alors aujourd'hui, je veux qu'on parle de quelque chose qui va peut-être pas plaire à tout le monde, avec cette question au centre que je me suis déjà posée plusieurs fois, qui est finalement: est-ce que ces catégories qu'on adore, c'est-à-dire anxieux, évitant, désorganisé, est-ce qu'elles nous aident vraiment? Ou est-ce que finalement elles nous enferment pas un petit peu? Et est-ce qu'elles sont pas peut-être même dépassées? Parce que je pense que la théorie sur l'attachement, c'est vraiment un outil qui est extraordinaire pour pouvoir comprendre certains mécanismes, mais ce qu'on en a fait sur les réseaux sociaux, c'est clairement autre chose. D'ici la fin de la vidéo, tu vas comprendre d'où viennent exactement ces tendances anxieuses ou évitantes, et pas la version simplifiée qu'on voit partout sur les réseaux. Tu vas voir pourquoi est-ce que connaître ton style d'attachement ne suffit pas à le transformer, et tu vas repartir avec une façon concrète de les aborder qui change tout pour toi et pour tes relations. Et avant tout, on va commencer par un petit récap pour comprendre d'où viennent vraiment ces concepts d'attachement anxieux et évitant, et ce qu'ils veulent vraiment dire. Pour ça, on va retourner dans les années 50-70, où un psychiatre britannique qui s'appelle John Bowlby a développé cette idée centrale selon laquelle un nourrisson a besoin de proximité avec son caregiver, c'est-à-dire la personne qui prend soin de lui, et que ce besoin de proximité n'est pas une dépendance pathologique ou encore moins une faiblesse, c'est un besoin vital pour le nourrisson pour qu'il puisse survivre. Et donc il est parti de se présupposer qu'un nourrisson qui perd le contact ou la proximité avec son caregiver, ça en devient une question de vie ou de mort. Parce que le nourrisson ne peut pas se débrouiller seul, son système nerveux n'est même pas complet et il a besoin de quelqu'un d'autre pour pouvoir se développer harmonieusement. Et donc à partir de cette idée-là, il y a un protocole, quelques dizaines d'années plus tard, qui a été mis en place, qui s'appelle la Strange Situation, qui est donc un protocole expérimental où on va observer comment un enfant de 12 à 18 mois réagit quand son caregiver y part et quand il revient. Parce que ce que j'ai oublié de noter avant, c'est que c'est pendant ces 18 premiers mois que ce qu'on appelle maintenant style d'attachement se forme, ou se formerait, parce qu'on verra qu'il y a beaucoup de nuances à ça. Et donc, dans ce protocole expérimental, les chercheurs ont observé 3 patterns différents. Le premier, c'est quand le caregiver a été suffisamment prévisible et que l'enfant a intériorisé cette notion de l'autre est une source de sécurité, je mérite d'être aimé, et donc a des réactions relativement cohérente, logique, harmonieuse, et peut être en lien finalement avec l'autre. Le deuxième pattern, c'est celui qu'on appelle anxieux ou préoccupé. C'est là où le caregiver était inconsistant, c'est-à-dire était là, puis plus là, puis de nouveau un peu là, puis de nouveau repartait. Et donc où l'enfant apprend à amplifier ses signaux de détresse pour obtenir une réponse de la présence, de l'affection. C'est une stratégie d'hyperactivation. Le troisième pattern était celui de l'évitement. Quand le caregiver était émotionnellement indisponible, l'enfant apprend à éteindre ses besoins de proximité pour éviter cette douleur constante du rejet. Et ici, c'est plutôt une stratégie de désactivation, c'est-à-dire comme vraiment de détachement, quelque part. Et il y a un quatrième pattern qui a été découvert un peu plus tard, c'est celui qu'on appelle désorganisé, où ici le caregiver est lui-même une source de peur, et donc il y a un petit peu un paradoxe extrêmement difficile pour l'enfant où la personne qui est censée le protéger, l'aimer, être là pour lui, est aussi celui qui le terrifie, lui fait du mal ou lui fait peur. Et dans ce pattern-là, on retrouve un peu des deux aspects, c'est-à-dire de l'aspect anxieux et de l'aspect évitant. Avant de nuancer ces styles d'attachement, je veux quand même souligner que c'est des grilles de lecture qui sont géniales dans le sens où, tout d'abord, ils nous donnent un langage commun pour des expériences qu'on a souvent vécues, peut-être dans la honte, dans la confusion, dont on se rappelle à peine, mais par contre qui ont des conséquences dans notre vie actuelle. Ils valident que justement peut-être les difficultés relationnelles qu'on a dans notre vie adulte
ont une origine et sont pas simplement des défauts de caractère ou je ne sais quoi d'autre. Ils créent une certaine compassion, je pense, vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres peut-être aussi, en disant bah finalement si telle et telle personne ou si je me comporte ainsi, si je réagis ainsi, c'est pas que de ma propre volonté, c'est aussi un système, un style d'attachement qui a été créé il y a tellement longtemps et que à l'époque je ne contrôlais pas. Et cliniquement ils sont extrêmement utiles pour pouvoir identifier certains patterns et ensuite pouvoir orienter le travail qui doit être fait à ce niveau-là. Mais malgré la pertinence que peut avoir cette grille de lecture, pour moi elle a certaines limites actuellement et on le voit particulièrement sur les réseaux sociaux et dans l'opinion publique, je pourrais dire. La première limite que j'observe depuis maintenant plusieurs années, c'est le fait qu'on transforme cette grille de lecture qui est censée nous aider à mieux comprendre nos schémas et à pouvoir avancer de l'avant en étiquette fixe. Et je serais curieuse de savoir si tu l'as également observé, mais personnellement, ce que je vois, c'est qu'on a transformé un outil qui était à la base clinique en identité. C'est-à-dire qu'on va beaucoup entendre des expressions du style je suis anxieuse ou alors il est évitant. Et la discussion s'arrête là, et même pire aujourd'hui, de ce que j'observe, et si, encore une fois, c'est pas une recherche clinique que j'ai fait, c'est une observation, c'est qu'il y a comme une sorte de guerre culturelle qui s'est créée entre les anxieux et les évitants, où j'ai l'impression surtout que les anxieux, entre gros guillemets, font des évitants, entre guillemets, les méchants de l'histoire. Comme si finalement la personne qui avait des tendances évitantes était froide, distante, méchante, égoïste, et la personne avec des tendances anxieuses, la victime sensible qui mérite mieux et qui a trop donné. Et bien que, évidemment que dans ces dynamiques de relations anxieux-évitants, il y a énormément de souffrance, ça c'est clair. Mais par contre, ce qui est important de se remémorer ici, c'est qu'il n'y a pas lieu d'avoir un conflit entre les deux. Il n'y a pas lieu d'avoir une guerre, il n'y a pas lieu d'avoir une opposition, il n'y a pas lieu d'avoir une hiérarchisation de ces styles d'attachement entre qui est pire, qui est meilleur, parce que, qu'on se rappelle bien, chacun de ces styles d'attachement sont des réponses à la même racine, c'est-à-dire un caregiver qui n'était pas présent comme il l'aurait dû être, et donc un environnement où le nourrisson a été obligé de trouver une stratégie secondaire d'attachement et de survie. Et donc pour moi, ça n'a aucun sens de voir des gens jeter la faute sur cette catégorie qu'on pourrait appeler évitant ou anxieux, quand, à la base, on parle de tout petits bébés qui n'avaient pas le choix et encore moins la capacité de réflexion, ou simplement l'un a peut-être appris à crier plus fort pour être entendu parce qu'il avait un caregiver qui était inconsistant, et l'autre a appris à ne plus crier du tout et à étouffer ses propres besoins de proximité. Ni l'un ni l'autre n'a choisi ça, et donc pour moi il y a un gros problème dans le fait de tout d'abord transformer cet outil clinique en identité, parce qu'une personne n'est pas anxieuse et une personne n'est pas évitante, on est tous beaucoup plus que ça, et on verra après également qu'il y a un peu plus de nuances à apporter par rapport à ces catégories qui pour l'instant sont assez binaires, mais surtout c'est totalement insensé d'en venir à créer des camps et à hiérarchiser lequel de ces styles d'attachement est meilleur, moins bon, pire ou moins pire. En oubliant totalement que chacun de ces styles d'attachement a des signatures biologiques qui sont mesurables, c'est-à-dire des signes physiologiques comme une augmentation, une baisse de cortisol, une certaine variabilité cardiaque qui diffère, une activité au niveau de l'amygdale. Donc c'est pas un trait de personnalité, c'est une adaptation neurobiologique à un environnement qui n'était pas sécure en tant que nourrisson. Le deuxième point qui montre les limites un petit peu de ce modèle, ou du moins de comment est-ce qu'il est partagé, le style d'attachement n'est pas fixe. Et c'est vraiment le point le plus sous-estimé, malgré le fait qu'il est clairement crucial. Parce que dans les études qui ont été faites, et je les mettrai dans la bio si ça t'intéresse d'aller les lire, il a été prouvé que par exemple tu peux être très sécure avec tes parents ou avec tes amis, mais profondément insécure dans ta relation romantique, ou inversement. Tu peux avoir un pattern plutôt anxieux dans une relation avec un certain individu et un pattern plutôt évitant avec quelqu'un d'autre dans une autre relation, dans un autre contexte. Et c'est là que le modèle qui a été développé par Patricia Crittenden est extrêmement intéressant. C'est un modèle qui s'appelle DMM pour Dynamic Maturational Model, qui propose vraiment une vision différente du modèle assez binaire qu'on a l'habitude de voir avec les styles d'attachement. Et justement, ce que ce modèle met en avant, c'est que les patterns d'attachement sont pas des catégories qui sont fixes. Ce sont des stratégies adaptatives qui sont dynamiques, qui changent en fonction du contexte, de la relation, de l'individu en face de nous et du développement. C'est-à-dire que pattern d'attachement peut évoluer au fil du temps, avancer puis régresser, entre guillemets, ou revenir en arrière. Et d'ailleurs, il y a une étude qui corrobore ça, qui a étudié l'évolution du style d'attachement chez plusieurs individus de 13 à 72 ans et qui montre que le
style d'attachement est relativement stable, mais il n'est pas fixe. C'est-à-dire qu'il peut évoluer significativement en fonction des relations, en fonction des individus qu'on a en face de soi et du contexte. On réalise ici que le piège, c'est de considérer que ces styles d'attachement, ce sont des catégories qui sont fixes, inchangeables, immuables et qui nous suivent toute notre vie sans prendre en compte que on peut avoir des tendances anxieuses dans certains cas et des tendances évitantes dans d'autres. C'est difficile de se dire anxieux ou évitant. Et on verra après, dans la partie où je vais t'expliquer comment est-ce que moi j'aborde ça dans mon travail, comment est-ce que tu peux reconsidérer ça pour avoir une compréhension beaucoup plus nuancée, beaucoup plus juste de ton style d'attachement. Et la troisième limite principale à ce modèle de style d'attachement, c'est cette croyance implicite que j'observe également dans tout ce discours un peu sur l'attachement, qui est de si je comprends assez bien mon style d'attachement, assez en profondeur, alors je vais pouvoir le changer. Ou alors ça ira mieux dans mes relations. Sauf que ça marche pas comme ça. Parce que comprendre quelque chose ne suffit pas à le changer. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo spécifique sur le sujet. Si ça t'intéresse, tu peux aller la voir juste ici. On peut comprendre, on peut analyser, on peut nommer tout ce qu'on veut. Mais ce faisant, on travaille que sur une partie du problème et de la solution, qui est la partie cognitive, mentale, intellectuelle. Il y a toute une autre partie avec laquelle on travaille énormément en somatic experiencing, qui est une méthode qui se base sur la physiologie du trauma pour pouvoir le libérer par le corps. On va travailler justement avec le système nerveux, avec les réponses de survie qui n'ont pas pu être terminées à tel ou tel moment de ta vie. Et en l'occurrence ici, dans les tout premiers instants de vie, dans les tout premiers mois, où justement ce style d'attachement se crée, et se crée en fonction de l'environnement dans lequel tu as grandi, de la présence ou pas de ton caregiver, et donc des traumatismes que ça engendre à partir de là. Et donc la limite ici, elle se situe dans le fait de parfois donner tellement de place à cette étiquette de anxieux, évitant, désorganisé, sécure, qu'on en vient à oublier que le point, c'est peut-être pas de comprendre tout dans les micro-détails de comment est-ce que tu interagis, mais plutôt de pouvoir le transformer. Bien sûr que comprendre, c'est une partie, mais c'est de loin pas tout. Mais alors maintenant que j'ai pointé les problèmes, quelles sont les solutions? Comment est-ce qu'on peut aborder les styles d'attachement différemment, de manière plus nuancée, pour que ça en devienne pas simplement de la masturbation mentale, mais que ça puisse nous permettre d'avancer vraiment et de créer des relations qui sont vraiment épanouissantes. Parce que pour moi, c'est ça le but. Maintenant, si pour toi, t'adores analyser, creuser, etc., vas-y. Mais si ton but, c'est vraiment de créer des relations incroyable où tu te sens bien, de pouvoir te sentir en sécurité, chouchouté et profondément toi-même, alors écoute bien les 3 points suivants parce que ça va totalement changer la perspective que tu as sur les styles d'attachement. Et le premier point, c'est d'arrêter de considérer les styles d'attachement comme des étiquettes et d'en faire des identités, mais plutôt de les voir comme un spectre. Parce que pour ma part, je refuse de mettre des étiquettes sur qui que ce soit. Ni sur mes clientes, ni sur leurs partenaires, ni sur leurs ex, ni sur leurs parents, parce que je trouve ça beaucoup trop réducteur et je pense qu'en tant qu'être humain, on est tellement complexe et on a une richesse tellement plus grande qu'on ne peut pas simplement résumer à anxieux, évitant, sécure, désorganisé. Je préfère parler de tendances, c'est-à-dire des tendances évitantes, des tendances anxieuses. Ce qui fait qu'on peut avoir des tendances évitantes avec certaines personnes, des tendances anxieuses avec d'autres. Et je préfère vraiment voir ça comme un spectre, c'est-à-dire au bout du spectre, d'un côté, on a l'anxiété, et de l'autre côté, on a l'évitement. Et donc, on peut être par exemple au milieu, là où on va avoir plutôt un attachement sécure, ou alors justement peut-être entre un attachement sécure et un attachement anxieux. Et parfois, on va bouger justement sur ce spectre. C'est beaucoup plus adapté que de considérer les styles d'attachement comme des cases, comme des catégories noires ou blancs. Donc soit tu es anxieux, soit tu ne l'es pas, soit tu es évitant, soit tu ne l'es pas. Je trouve que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et d'ailleurs, en faisant des recherches, j'ai découvert que effectivement, cette question de spectre était de plus en plus mise en avant comme une meilleure manière de considérer le style d'attachement plutôt que ces catégories binaires. Et pourquoi est-ce que ça change tout? Parce que quand c'est une tendance, c'est-à-dire une tendance anxieuse, une tendance évitante, c'est quelque chose qu'on fait dans un certain contexte. Par contre, quand c'est une identité, c'est-à-dire je suis anxieux, tu es évitant, ou inversement, c'est quelque chose qu'on est. Et être quelque chose, c'est beaucoup plus difficile à transformer que simplement quelque chose qu'on fait. Et donc je t'invite vraiment à plutôt considérer ces styles d'attachement comme un spectre avec 2 pôles, ce pôle plutôt d'anxiété et ce pôle plutôt d'évitement, et de voir que tu peux te déplacer sur ce spectre, avoir les 2 tendances en même temps dans des contextes différents. Le deuxième point ici que j'aborde différemment par rapport au style d'attachement, c'est que je travaille avec le système nerveux, pas contre lui, et pas seulement avec l'aspect cognitif et intellectuel. Parce que ce qui m'importe dans mon travail, c'est pas que mes clientes, elles comprennent parfaitement leur style d'attachement, c'est qu'elles retrouvent la sécurité à la base d'un attachement qui est sécure. Et pour ça, on va pas passer des heures à décortiquer en quoi
t'as un attachement anxieux, évitant, désorganisé ou je ne sais quoi. On passe par le corps, on travaille avec le système nerveux, en libérant petit à petit l'énergie traumatique qui est peut-être encore coincée, et en réapprenant petit à petit qu'est-ce que la sécurité veut dire, comment est-ce que tu sens cette sécurité, et comment est-ce que tu peux la cultiver, parce que c'est vraiment cette sécurité qui est à la base d'un attachement sécure. Pour ça, je me base principalement sur les travaux de Stephen Porges et de la théorie polyvagale et de Peter Levine avec la somatic experiencing qui met vraiment en avant le fait que le traumatisme ne se situe pas dans l'histoire, mais il se situe dans les réponses de survie du système nerveux qui n'ont pas pu être complétées et l'énergie qui est encore coincée dans le système nerveux. Et donc ici, je t'encourage à peut-être explorer un petit peu différentes approches, c'est-à-dire plus seulement l'approche cognitive et intellectuelle de compréhension de tes patterns, de tes schémas, de ton style d'attachement, mais peut-être des approches aussi qui vont travailler différemment, qui prennent en compte ton système nerveux, ton corps, et de vraiment mettre l'accent principal sur réapprendre à ressentir de la sécurité et cultiver cette dernière le plus possible. Et avec ça, l'un des éléments les plus puissants que j'ai observé dans mon propre chemin et celui de pas mal de mes clientes, c'est le fait d'avoir quelqu'un à ses côtés qui lui a un attachement sécure. Et pour ma part, j'ai eu énormément de chance, c'est que j'ai passé 3 ans avec une personne avec un attachement extrêmement sécure, extrêmement stable, et ça m'a permis de complètement reprogrammer mon système nerveux et la façon dont j'interagis dans une relation. En plus de ça, j'étais accompagnée sur le côté par des thérapeutes qui eux aussi avaient un attachement sécure, et même si c'est pas une relation intime ou personnelle, ça suffit pour que ton système nerveux ressente ce que sécurité veut dire et petit à petit réapprenne à pouvoir se sentir régulé, stable, calme au sein d'une relation et non plus anxieux ou évitant. Et donc je t'invite à observer, tiens, autour de toi, qui sont les personnes qui ont un attachement plutôt sécure, ou alors comment est-ce que tu peux trouver quelqu'un qui soit d'accord de t'accompagner, un thérapeute, un coach, une psy, qui vraiment peut t'apporter cette nouvelle base et cette nouvelle expérience, parce que le système nerveux, il apprend pas en lisant des livres, il apprend par l'expérience. Et le dernier point que je trouve extrêmement important et qui revient au premier que j'avais présenté sur le problème des étiquettes, et c'est celui qu'on saute presque toujours, ce qui paraît peut-être banal, voire un peu agaçant, c'est celui de respecter ses tendances, de respecter son style d'attachement. Et ce que j'entends par respecter, c'est réaliser qu'un nourrisson ne peut pas survivre sans son caregiver. Le style d'attachement que tu as actuellement, c'est la meilleure stratégie que ton système nerveux et que ton corps ait trouvé pour survivre. C'est une stratégie qui est brillante, qui est extrêmement intelligente et sans laquelle tu n'aurais peut-être pas pu survivre. La tendance anxieuse, elle a permis à un tout petit de garder le lien coûte que coûte dans un environnement qui était irrégulier, instable, inconsistant. La tendance évitante, elle a permis à un autre nourrisson de pas s'effondrer face à un caregiver qui était indisponible, voire absent. Donc ce sont deux solutions intelligentes et brillantes face à des problèmes énormes pour un nourrisson. Et donc pour moi, la première chose, c'est de reconnaître ça. Reconnaître la validité et la pertinence de ces stratégies. Et que ce soit reconnaître chez soi, mais reconnaître chez l'autre aussi. Et donc on peut pas blâmer quelqu'un pour avoir un certain attachement ou certaines tendances. Et pour moi, de mon expérience, c'est difficile de faire un travail tant que on est un peu en colère finalement et on se dit mais pourquoi? Mais ça m'énerve. Pourquoi est-ce que ça pourrait pas juste être différent pour changer quoi que ce soit? Je pense que c'est important d'accepter les choses comme elles sont et de voir à quel point elles ont une raison d'être. Ce sont des stratégies qui sont adaptatives et qui t'ont permis de survivre ou qui ont permis à l'autre personne que tu as en face de toi de survivre. Et pour moi, c'est que à partir de ce respect-là que quelque chose peut vraiment bouger. En conclusion, ces notions d'attachement anxieux, évitant, désorganisé, ce sont pas des notions qui sont dépassées. En revanche, la façon dont on les utilise, dont on en parle, très souvent, sont pour leur part dépassées. Ce qui est dépassé, c'est de s'en servir comme une étiquette, de faire une sorte de guerre ou une hiérarchisation entre les différents styles d'attachement, de croire que comprendre suffit à changer les choses, ou d'en faire des catégories totalement binaires, noir et blanc. Par contre, ce qui reste vrai et qui reste très précieux, c'est de reconnaître que ces tendances, elles ont une origine, qu'elles ont été des stratégies adaptatives extrêmement intelligentes, et qu'elles sont pas une fatalité. C'est-à-dire qu'on peut les transformer, on peut les changer. Alors ce que je te propose maintenant, c'est peut-être d'arrêter de chercher à tout prix à savoir tous les micro-détails de ton style d'attachement, de son origine, peut-être de plutôt commencer à sentir dans ton corps, dans tes relations, qu'est-ce qui se passe quand t'es face à telle ou telle situation. Et à observer les nuances finalement qu'il y a là derrière. Parce que c'est rarement que anxieux ou évitant. Il y a vraiment beaucoup de nuances là derrière. T'es beaucoup plus que simplement une étiquette. Et si tu veux aller plus loin sur le sujet et que tu te demandes en fait, mais finalement, si comprendre ne suffit pas, alors qu'est-ce que je dois faire à la place? Je t'invite à aller regarder cette vidéo. Je t'explique exactement ce qui pose problème dans le fait de simplement tout comprendre et en quoi c'est peut-être ce qui te bloque actuellement et quelle autre approche je te recommande, ce que tu peux faire dès maintenant pour que
ça change enfin la donne, que tu vois des vraies évolutions dans tes relations, dans la façon dont tu te sens, et pas juste que tu aies des piles de notes sur pourquoi, comment, de quelle origine vient tout ce que tu vis, sans pour autant voir quoi que ce soit changer dans la réalité. Si cette vidéo t'a plu, oublie pas de t'abonner, de mettre en commentaire ce qui t'a le plus parlé, au contraire, ce avec quoi t'étais pas d'accord. Et si t'es sur Spotify, oublie pas de mettre un avis 5 étoiles ou celui que tu juges être le bon. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.